Par rapport à votre question, je ne voudrais pas que les questions soient de nature à me distraire tout au moins. Mais je voulais vous dire, si M. Toumba, bien qu'il soit sous mes ordres, il a été clair devant le tribunal, devant M. le Président, que M. Moussa Dadis Camara ne m'a pas donné des instructions. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? Si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une façon à me pousser à dire autre chose. Donc à ce niveau, je voudrais que maître, que vous restez constant dans cet esprit. Si M. Aboubakar Toumba avait dit, contrairement à l'époque où tout le monde disait oui, le capitaine Dadis a donné des ordres à son aide de camp pour aller massacrer, mais par la grâce de Dieu, personne, il a été très clair devant le président. D'autres questions? Monsieur le Président, Dadis. Oui. La question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tcheboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... Décoiffez-vous, messieurs. Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Tiens-moi ça. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je ne peux pas fermer ta moudre. On a discuté. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je disais que tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Teboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité.
c'est à lui seul que M. Camara devrait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dirais-je, et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage qu'eux. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Le micro. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit, l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire.
le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Alors, et vous avez suivi aussi un autre confrère talentueux et qui, faisant de la confusion une stratégie de défense, alors est allé jusqu'à parler de contradictions, en disant qu'il y existerait une contradiction entre le commandant du salon et mon commandant Abouaka Diakité Ditumba, que mon commandant a dit que le commandant du salon, alors, était présent pendant que Dadis donnait des instructions. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mon cher commandant, a été clair. Les instructions ont été données dans la chambre du président. Et le commandant du salon n'était pas dans la chambre du président. Plutôt, il a dit ici que lorsqu'il est sorti, à son arrivée au salon, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas laisser le président Dadis sortir. Alors, c'est ça la restitution exacte des faits, sans aucune dénaturation, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, vous comprendrez aussi que dans la même stratégie de défense, alors que le confrère qui intervenait, c'est lui qui a eu à poser la question à M. Baouri de savoir, pardon, au commandant du salon, autant pour moi, de savoir si il arrivait que le président Dadis sorte sans le commandant Toumba. Il a été clair, il a dit ici que cela arrivait, qu'il arrivait que le président Dadis sorte sans le commandant Toumba et que cela arrivait au moins 3 ou 4 fois. Il a dit ici, mais j'ai été étonné lorsque j'ai vu ses confrères plaider en disant que le commandant du salon aurait soutenu ici que le président n'est jamais sorti sans être accompagné de mon commandant. Monsieur le Président, le primitif en fait foi. Monsieur le Président, YouTube en fait foi. C'est ce qui s'est passé. Alors, et il y a encore un autre problème. Un problème qui est très sérieux. Parce qu'il s'agit d'une incohérence intolérable de la part de la défense du président Dadis qui se fonde, qui s'adjuge le droit de faire état des déclarations des accusés comme étant des éléments de preuve en se fondant sur ces déclarations, mais qui pour autant refuse ces mêmes droits aux autres parties. Sous prétexte que les déclarations d'un accusé ne seraient jamais constitutives de preuves. Mais cette défense a passé tout son temps à sélectionner les déclarations de mon commandant qui lui sont favorables. Et elle allait jusqu'à faire le procès au ministère public en disant que le ministère public a soutenu et que ce serait à tort que les déclarations de mon commandant constituent un sésame où il va puiser. Monsieur le Président, je voudrais qu'une partie à ce procès me dise si elle est parvenue à plaider ou à requérir sans faire état, sans puiser dans ces sésames que constituent les déclarations lumineuses de mon commandant.
il n'y en a pas, Monsieur le Président. Tout le monde s'en est servi. Tout le monde. Tout le monde, Monsieur le Président. Donc, on ne peut pas interdire aux autres de s'en servir. Non. Ça, quand même, c'est de l'incohérence. C'est de l'incohérence. Pourtant, cette même défense fait état, je l'ai relevé tout à l'heure, des procès-verbaux d'autres accusés pour soutenir sa plaidoirie. Cela, vraiment, Monsieur le Président, n'est pas de nature à donner l'impression que dans ces procès, toutes les parties doivent bénéficier du même droit de discuter librement des éléments du dossier. Et je réitère que la déclaration du commandant est un sésame. C'est un sésame. Ça, personne ne peut le nier. Mais, Monsieur le Président, je vais poursuivre. Vous avez un autre confrère qui a passé l'essentiel de son temps de plaidoirie à soutenir une thèse de complot. Mais une thèse de complot qui ne repose absolument sur aucun élément. D'abord, ses confrères nous servent comme thèse de complot. Ceci. Il a dit que le changement des statuts pénal du président Dadis, qui a été entendu dans un premier temps comme témoin, que ces changements des statuts pénals seraient une preuve de complot et que cela s'expliquerait par le fait que le président Dadis aurait annoncé sa candidature. Monsieur le Président, d'abord, nous allons relever qu'en créant un parti politique, en exprimant son intention d'être candidat, alors qu'il savait qu'il est personnellement visé par le rapport de la commission d'enquête internationale. Monsieur le Président, n'est-ce pas le président Dadis, en agissant ainsi, a manqué de considération, de respect pour la mémoire des victimes? Il aurait dû attendre au moins la tenue de ces procès avant de procéder de cette façon. C'est ça la réalité. C'est pourquoi le même avocat n'a pas manqué de vous dire que cela a provoqué la colère des organisations des sociétés, de la société civile, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il voulait s'assurer l'impunité plutôt que de militer en faveur de la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, ensuite, je relève que le fait même par cette doyenne des juges d'instruction d'avoir entendu le président Dadis en qualité, disons, de témoin, cela constituait une grosse maladresse procédurale. De sorte qu'on ne pouvait pas maintenir le président Dadis dans ses statuts. Monsieur le Président, premièrement, ce n'était pas possible parce que le président Dadis est personnellement incriminé par le rapport de la commission d'enquête internationale. Et ce rapport fait partie des deux rapports sur la base desquels
par réquisitoire introductif, en date du 8 février 2010, le procureur général d'alors, Paul Mastrazi, paix à son âme, a saisi le pool des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information judiciaire. Ça, c'est